tous et merci de votre participation à notre 4e atelier qui est consacré à la diversification des marchés pouvant contenir des considérations sociales. Donc, notre atelier de ce jour est consacré à la diversification des publics et également à la qualité de la clause sociale. Donc, nous aurons 3 interventions. Donc, une première intervention de Claire Engrand du cabinet Mixoa, voilà, qui nous présentera comment elle accompagne à la fois des publics, des prescripteurs sur les femmes dans le métier du BTP. Ensuite, nous aurons une intervention à 2 voix de l'entreprise de travail temporaire d'insertion, donc Stéphanie Bruzo, et de d'une entreprise de couverture qui est Best Toiture Service, hein, qui nous présenteront une approche qualitative de la clause sociale dans ce type de marché. Et puis ensuite, nous parlerons des marchés de nettoyage. Et là, nous aurons l'intervention à 2 voix du facilitateur parisien l'EPEC et du Centre de formation des métiers d'hygiène et de la propreté, donc sur l'approche de la prise en compte des considérations sociales dans les marchés de nettoyage. Voilà pour le déroulé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et comme d'habitude, le replay. Donc, le replay de l'atelier de la semaine prochaine, je vais vous l'envoyer aujourd'hui pour ceux qui ont participé. Et puis, s'il y a des supports, on vous les joindra également par la même occasion. Donc, Claire, je vous laisse la parole. Erika, Oui. je suis désolée, j'ai Monsieur Brousse qui a priori serait en attente d'entrée, me dit-il. Je ne le vois pas. Alors. Que j'ai pas de message, hein, tu vois. Parce qu'il vient de m'appeler en me disant qu'il était en attente, mais qu'il n'arrivait pas je vais le rappeler, je suis désolée. Je vois. Je vous laisse démarrer, Claire, peut-être. Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Erika. Je ne sais pas si vous avez un support à partager. Ouais, je vous laisse la main. Pas de souci, je fais ça. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je viens pour représenter la structure Mixoa. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien? On voit bien. Ah ouais. Ok, c'est super. Donc, voilà, Mixoa est spécialisé dans la féminisation des métiers du BTP, plus spécifiquement les métiers ouvriers. Donc, en fait, voilà, quand les chiffres de la présence de femmes dans le BTP sont assez bas. On est autour de 16%, tous métiers confondus. Et sur les métiers ouvriers de terrain, on est à 1,6% de femmes. Donc, nous, on se concentre aussi sur ces publics-là, enfin, sur ces métiers-là, aussi parce qu'on a l'habitude d'accompagner des publics issus de l'insertion. Et donc, c'est aussi des métiers sur lesquels on peut facilement accéder à la formation et ensuite évoluer professionnellement. Donc, toujours dans cette idée de monter aussi en qualité dans les opportunités professionnelles proposées. Donc, voilà. Alors, pour rapidement vous dire un petit peu qui on est, donc moi, je m'appelle Claire Engrand et j'ai un organisme de formation de mon côté sur la lutte contre le sexisme dans les entreprises en général. Et Adèle Jameau, du coup, qui est ma collaboratrice, elle a un organisme de formation sur l'insertion vers les métiers du BTP. Et en fait, c'est vraiment la complémentarité de nos 2 casquettes qui nous a amené à travailler sur Mixoa. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que les femmes en insertion étaient très majoritairement orientées vers les métiers du care, les métiers du soin, le métier du nettoyage de la petite enfance. Bon, c'est un peu toujours les mêmes, c'est des métiers extrêmement précaires et dans lesquels il est compliqué d'évoluer, d'avoir vraiment des suites de parcours qualitatives en termes soit de promotion, de prise de responsabilité ou d'augmentation de salaire.
Et à l'inverse, on avait observé que de plus en plus de structures dans le BTP disaient nous, on est plutôt intéressés par le fait de recruter des femmes, on aimerait favoriser la mixité sur nos chantiers, mais voilà, on rencontre beaucoup de freins. Et on s'est aussi rendu compte que les professionnels, les parties prenantes se renvoyaient aussi pas mal la balle, que voilà, il y a des choses qui revenaient souvent, comme le fait que les entreprises ne proposaient pas de vestiaire, comme le fait que les prescripteurs ou les conseillers, conseillères Pôle emploi n'orientaient pas les femmes vers ces métiers-là, ou que les femmes elles-mêmes, de toute façon, ne voulaient pas. Et il y avait un peu ce cercle vicieux où le peu de fois où il y avait une personne qui était prête à faire inverser la tendance, elle rencontrait des obstacles. Et donc, c'est vraiment pour répondre à cela qu'on a créé Mixoa, avec une méthode où on essaye d'agir sur tous les plans, ou plutôt, sur tous les plans, ce n'est pas vraiment possible, mais plutôt auprès de toutes les parties prenantes. Donc, d'un côté, les femmes en parcours d'insertion, les demandeuses d'emploi, et de l'autre, les professionnels impliqués au sens large. Donc, ça va être aussi bien des prescripteurs que des facilitateurs de clauses, des collectivités et bien sûr des entreprises du BTP. Voilà, et en fait, ce que je vous propose, c'est de très rapidement vous présenter notre méthodologie et on vous partagera après les fiches pratiques parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un parcours pour une femme, si elle voulait accéder à un métier du BTP, vu qu'il y a une socialisation de genre au départ qui ne va pas du tout vers ces métiers-là, quand on est élevé en tant que femme dans notre société, on n'est pas du tout amené à rencontrer ces métiers-là. Et du coup, il y a plein d'étapes à passer que vous pouvez voir là. Donc, c'est d'abord avoir de l'information, tout simplement, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui ne connaissent pas les métiers du BTP, qui ne connaissent pas la moitié, et on a aussi beaucoup, hommes ou femmes d'ailleurs, on a beaucoup de clichés de représentation sur les métiers du BTP. Donc, ça commence par l'info et après, se sentir concerné, ça veut dire qu'on s'adresse à moi. Donc là, ça va être toute la partie sur le fait que les conseillers, conseillères, prescripteurs, prescriptrices proposent les opportunités dans ces métiers-là au public féminin. Ensuite, se sentir légitime, c'est notamment dans des groupes mixtes, ça peut être difficile. Donc, il faut travailler sur ça et se dire, favoriser le fait que les participantes puissent se dire, j'ai autant ma place que les hommes dans ces métiers-là. Après, se projeter, passer à l'action, etc. Alors, je me sens respectée incluse, c'est celui qui va concerner le plus les entreprises. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que je mets en place pour accueillir des femmes alors que j'ai des équipes majoritairement non mixtes en termes de prévention des violences, en termes de prévention du harcèlement, etc. Qu'est-ce que je mets en place pour les accompagner et pour assurer la sécurité de mes salariés, puisque c'est ma responsabilité en tant qu'employeur. Voilà, donc nous, on peut accompagner sur tous ces points-là. Et en fait, juste pour vous aider à vous projeter un petit peu, en gros, vous toutes et tous, on est tous passés par toutes ces étapes pour arriver au métier où on est aujourd'hui. C'est juste que les 4 premiers, souvent, ça va très vite. On ne s'en rend pas compte, on est orienté, on a des proches qui font ces métiers-là, etc. Et du coup, on va très vite dans « bon, je me projette et je passe à l'action ». Et en fait, c'est nécessaire de favoriser les 3 premiers enjeux. Et du coup, pour répondre à ces 3 premiers enjeux, je rentre dans le concret. Je vais vous présenter une de nos actions avec laquelle on travaille étroitement avec les facilitatrices de clause, qui est en fait c'est un dispositif de formation, mais qui est vraiment axé sur la découverte pour permettre du coup à des femmes qui sont dans une phase de découverte, dans une phase un petit peu de je m'intéresse à tous les métiers qui existent avant de faire un choix et de rentrer en formation. Et du coup, on a créé un programme qui s'appelle les Découvreuses du BTP, qui dure pendant 1 mois. Donc, c'est à l'occasion d'une rencontre par semaine pendant 1 mois. Et en fait, pendant ces rencontres, on va du coup défricher, découvrir les métiers du BTP. On va travailler sur les stéréotypes de genre, sur pourquoi on ne va pas spontanément vers ces métiers-là, pourquoi on a l'impression qu'on ne peut pas y aller. Travailler aussi de l'argumentaire. Pour vous donner un exemple, on dit souvent que les métiers du BTP, c'est des métiers physiques vers lesquels il est compliqué d'aller pour une femme parce que problématique de force physique. Et en fait, en discutant avec les participantes, on réalise aussi ensemble assez vite que le port de charge, le fait, les horaires décalés, etc., en fait, dans les métiers très féminins,
on les retrouve, le fait de porter des malades à l'hôpital ou porter des enfants toute la journée. Voilà, le port de charge existe, les femmes sont capables de porter et on n'a aucun souci à leur pénibilité dans certains métiers plutôt que dans d'autres. Donc, c'est aussi travailler sur ce genre d'argumentaire pour mettre à disposition des participantes qu'elles repartent armées en fait en se disant ça va plus me bloquer dans mon projet. Si la découverte métier leur plaît, au moins elles ne seront pas bloquées par les stéréotypes de genre. Et du coup, ensuite, l'étape hyper intéressante, c'est la visite de chantier qui se fait du coup avec les facilitateurs de clause. Donc, j'ai cru voir Elodie Abou dans le public. Donc, on travaille étroitement avec Est Ensemble, qui est aussi cofinanceur de cette formation et qui nous permet, qui est très investi sur la féminisation dans les clauses et qui nous permet d'accéder à des chantiers, de rencontrer vraiment les différents corps de métier. Ça, c'est super important pour les participantes. Et on termine en fait le programme des découvreuses sur de l'immersion. Donc, il faut savoir que les découvreuses du BTP, c'est par mois, comme je le disais, mais c'est des mois qui sont thématiques. Donc, on va faire des mois, par exemple, sur les métiers de la logistique de chantier, des mois sur les métiers de la transition écologique, etc. Toujours en lien avec le BTP. On va préciser un petit peu. Et du coup, en immersion, donc là, ça peut être conduire des engins, découvrir soit sur des simulateurs, découvrir aussi les métiers de la logistique. Ça va être en immersion. Elles ont fait aussi un chantier participatif de construction en matériaux écologiques, etc. Et donc là, on a un vrai... c'est là, en fait, que peut se passer la diversification des profils qui vont vers le BTP et l'aide, en fait, au recrutement pour des entreprises qui cherchent des femmes pour assurer les clauses. En fait, c'est que grâce à l'immersion, elles vont vraiment voir le métier et se sentir être capable de se projeter. Et à l'inverse, les employeurs, les managers qui sont là pendant l'immersion vont aussi repérer des profils. Et du coup, suite à nos programmes, on a des personnes qui vont, par exemple, rejoindre l'IVA sur de la clause d'insertion. Donc, ça permet, des deux côtés, en fait, de découvrir un profil, de découvrir un métier et de se dire, on démarre ensemble et on se teste sur des heures d'insertion pour ensuite potentiellement entrer en formation, etc. Et pour faire un deuxième petit clin d'œil à l'Assemblée, on est en discussion en effet aussi avec l'EPEC qui va intervenir après. Et on a commencé d'ailleurs par former les facilitateurs de clause sociale de l'EPEC pour au départ avoir ce langage commun, être armés ensemble sur les arguments, savoir s'adresser aux entreprises. Parce qu'il y a aussi ce rôle des facilitatrices de plateforme en fait, d'interface plutôt entre le public et les entreprises. Et l'idée, c'est aussi de leur apporter des outils à ce niveau-là. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc, si vous avez des questions, je les prendrai très volontiers. Alors, est-ce qu'on intervient qu'en région parisienne? Alors, pour l'instant, c'est là qu'on est situé, mais après, on peut tout à fait discuter. Enfin, nous, on peut se déplacer et vous accompagner ailleurs. Vous êtes situé où, Didier? Oui, bonjour. Je suis en Nouvelle-Aquitaine. Donc, est-ce que vous pouvez venir jusqu'à chez nous éventuellement? Parce que je trouve très intéressant ce que vous faites. Je n'avais jamais entendu parler de ce genre de formation. Donc, voilà. Vous existez depuis combien de temps? Oui, écoute. Alors, ça existe depuis 2 ans maintenant. Ok. Et écoutez, ce que je vous propose, je vais vous laisser mon mail dans le chat et puis on peut commencer par se rencontrer, échanger un petit peu et après, si c'est pertinent, on se déplacera avec plaisir, il n'y a pas de souci. Très bien, merci. C'est pas un frein. Merci à vous. Je crois qu'il y avait Serge qui levait la main, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour à tous. Serge Bessala, groupe Polylogie. On est un bailleur social représenté sur tout le territoire national. J'avais une question. Vous parlez tout à l'heure d'1,6% de femmes représentées dans le milieu du BTP sur la partie ouvrier.
Et sur la partie administrative, avez-vous des pourcentages à donner, par exemple des chargés d'opération, des responsables de programme? Moi, je vois de plus en plus effectivement de collègues femmes sur ces métiers qui sont bien représentés de plus en plus. Mais vous avez des données dessus? Merci. Merci à vous. Bah, écoutez, non, moi, je n'ai pas les chiffres spécifiques que vous demandez. Par contre, c'est vrai qu'il y a une tendance à la féminisation des métiers de bureau et des métiers d'ingénieurs. Donc, c'est une très bonne chose. Et il y a beaucoup de réseaux. Il y a notamment les souterraines. Il y a des réseaux comme ça de femmes qui se créent, de femmes qui travaillent dans le BTP pour aussi se soutenir et faire évoluer des talents féminins au sein des structures. Donc, je vous invite à suivre un petit peu ce qui se passe. Et les chiffres, je ne les ai pas, mais je pense qu'ils sont disponibles facilement. Merci. C'est encore moi, du coup. Est-ce que vous avez des embauches? Enfin, en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Pardon. Alors, du coup, en termes de résultats, bon, nous, on est encore jeunes, on fait encore des promos des promos des découvreuses. On a à peu près 8 personnes à chaque fois, donc on a des petits résultats petit à petit. Mais là, on a au moins une personne par promo qui a été recrutée, alors même que ce ne sont que des programmes de découverte dont le but premier n'est pas forcément l'emploi, mais plutôt le fait que les personnes elles puissent avoir des nouvelles cartes, j'ai envie de dire, dans leurs mains sur les métiers qu'elles puissent choisir. Donc là, on a à peu près une embauche par promo sur celle-ci. Et avant, on a fait d'autres programmes où on accompagnait, par exemple, un programme qui s'appelait Je suis plombière, où on accompagnait, on a fait vraiment un SAS de pré-formation de 2 semaines avant une entrée en alternance. Et là, sur celle-ci, on a eu la moitié des participantes qui sont entrées en alternance et donc en emploi derrière. Voilà, il y avait une entreprise et une école à la clé sur le métier de plombière. Donc voilà, quand c'est plus précis, quand c'est sur un métier plus précis, on a plus de résultats en emploi. Et quand c'est sur de la découverte, on a moins de résultats en emploi, mais on a plus de participantes. Donc on essaye aussi de varier les programmes pour répondre à des besoins différents, aussi des besoins des entreprises avec lesquelles on travaille ou de collectivités qui vont être plus sur une partie, qui vont vouloir favoriser la découverte, par exemple, dans un premier temps. Pour ensuite, en fait, c'est des profils après qui vont être aussi, à qui on va proposer d'autres programmes par d'autres acteurs, donc qui vont potentiellement être en emploi dans le BTP dans quelques mois après avoir profité aussi d'autres dispositifs de retour à l'emploi. Voilà. Et j'ai vu une autre question. Comment sourcez-vous les profils votre programme? Et il y a une main levée. Allez-y. Ouais. Alors, il y a Madame Asfeld qui avait sa main levée, si je prends dans l'ordre. Alors, je ne sais pas, Madame Asfeld, si vous voulez intervenir ou si je prends votre question dans le chat, si c'est la même. Bonjour, oui, La c'est même la même demande. question que Bonjour. dans le chat. Ok, très bien. Donc c'était, voilà, vous Mulhouse. êtes sur Mulhouse et vous souhaitez savoir si, voilà, il peut y avoir une intervention en vidéo avec Claire. Oui, c'est ça la question, effectivement, pour savoir si on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, puisque nous, à Mulhouse, on ne reçoit pas de public, donc on travaille essentiellement avec des partenaires emploi pour placer en fait certaines personnes, certains groupes. Et c'est vrai que la partie féminine, en tout cas pour l'instant, moi j'en ai pas vu rencontrer sur l'Alsace. Et c'est vrai que c'est une demande réelle de certains donneurs d'ordre de travailler exclusivement sur des groupes féminins. Et comme on est un secteur qui est très BTP, beaucoup de travaux, on a du mal, enfin moi en tant que facilitatrice, j'ai du mal à répondre à cette demande-là. Donc c'est pour ça que je trouverais ça très intéressant qu'on puisse échanger. Écoutez, avec grand plaisir, je vous ai mis mon mail dans le chat et de toute façon, via Erika, je vous repartagerai de la documentation, vous aurez à nouveau mon contact. Je vous propose de m'écrire rapidement pour qu'on se cale un rendez-vous. Et puis l'idée, c'est que voilà, comme je disais tout à l'heure à Didier, pareil, on discute de vos besoins et ensuite on vous proposera tous les sujets sur lesquels on peut vous accompagner pour répondre à vos besoins. Mais avec grand plaisir, en tout cas, pour en savoir plus
sur aussi je pense qu'il y a des dynamiques aussi différentes par région. Nous, on est très au courant de ce qui se passe ici, mais c'est toujours intéressant aussi de connaître vos réalités. Et Madame Asfet, vous êtes facilitatrice ou? Oui, tout à fait, Ok, très bien. facilitatrice pour le Haut-Rhin, du coup. Ok, très bien. Alors, j'ai une question d'un facilitateur, Bruno Ducamp, qui demande comment sourcez-vous les profils sur les profils féminins, hein, c'est ça, Bruno, hein? Oui, comment est-ce que, effectivement, moi, je suis le facilitateur pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine, hein, Activity, et pareil comme Madame Asfeld-sur-Melouse, on ne gère pas de profil. Moi, j'aimerais bien savoir comment je m'y prends pour essayer de faire intervenir des profils féminins auprès d'entreprises qui en cherchent. Comment est-ce que vous faites pour sourcer? Est-ce qu'il faut vous mettre en relation avec des partenaires de l'emploi ou est-ce que c'est vous qui vous en chargez? Merci pour votre question. Alors, ça va dépendre des territoires. En effet, nous, on est très implantés sur le 93. Donc, on commence, ça a mis du temps, hein. Franchement, c'est un vrai travail d'investissement. On commence à être clairement identifiés et on commence à avoir pas mal de prescripteurs qui ont été aussi sensibilisés de par les échanges qu'on a pu avoir avec eux, de par le fait qu'il y en a pas mal qu'on a formés aussi. Qui sont sensibilisés à l'importance de proposer des opportunités dans le BTP pour les femmes, etc., de pas censurer avant même que les personnes s'auto-censurent ou même de leur proposer des forums. Alors, dans le 93, c'est vrai que ça bouge beaucoup sur le sujet. Il y a des forums de l'emploi du BTP pour les femmes. Il y a des choses qui se font. Mais en tout cas, comment on fait pour sourcer, du coup, pour répondre à vos questions? On va parler d'un hypothétique nouveau territoire où on n'est pas forcément encore connu et où il n'y a pas encore d'action. On va commencer par aller rencontrer les partenaires, par potentiellement les former, en tout cas faire des ateliers de sensibilisation, parce qu'en fait, il y a un premier enjeu à ce que les prescripteurs et les conseillers, conseillères, référents, référentes, selon comment ils s'appellent chez vous, déjà, elles et eux, la connaissance des métiers du BTP, parce qu'il y a aussi ce flou de c'est quoi le BTP qui existe, bien sûr, au niveau des prescripteurs. Et aussi que ces personnes aient conscience, en fait, de pourquoi c'est important de proposer aux femmes d'aller vers ces métiers-là. Et c'est pas de la mixité pour faire de la mixité. On mélange tout le monde, c'est trop bien, le monde est beau. C'est vraiment dans des objectifs de pouvoir économique, de faire accéder à des métiers rémunérateurs et dans lesquels on peut évoluer et dans lesquels il y a des opportunités à des femmes. Et en fait, tout ça, c'est hyper important et ça met du temps. Et du coup, nous, petit à petit, on forme les prescripteurs à ces enjeux-là. Et après, ça devient vraiment des ambassadeurs de nos programmes. Et petit à petit, on voit les résultats à ce niveau-là. Et sinon, on va aussi sourcer des fois un petit peu à côté. C'est-à-dire qu'on va aller voir des associations, des clubs de sport, des structures qui ne sont pas forcément étiquetées emploi, où il y a des profils, du coup, où il y a des femmes qui sont potentiellement en demande d'emploi. Mais on va passer par d'autres biais, par l'intérêt pour le sport, par l'intérêt pour les travaux manuels, etc. Et du coup, ça peut permettre aussi d'amener les métiers... pareil, on ne va pas forcément dire BTP, mais on va parler de métiers manuels, on va parler d'autres choses pour aussi sortir de la stigmatisation du BTP et des fois ouvrir des possibilités dans la tête, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, après moi il faudrait voir plus effectivement comment aller plus loin, comment est-ce que moi je peux vous aider à mobiliser des acteurs de l'emploi qu'on connaît, en tout cas sur le département. Ça peut être intéressant d'en parler un peu plus longuement parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et puis qui m'aiderait moi aussi à, à faire, moi j'ai des objectifs effectivement, de faire, travailler des gens éloignés de l'emploi donc il y a des femmes et je souhaiterais qu'elles soient placées autres, effectivement comme pas mal de monde ici dans d'autres secteurs que le nettoyage de base vie. Voilà. Ouais, complètement. Donc Écoutez, je vous invite, à pareil, suivre, ouais. j'ai mis mon mail dans le chat, n'hésitez pas, Ouais. vous m'envoyez un Ouais. petit mail et je serai ravie de prendre le Ouais. temps d'échanger avec vous. Ouais. Avec plaisir, merci. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on parle souvent des entreprises, hein, qui dans certains secteurs d'activité ou sur certaines qualifications, ne recrutent pas des femmes. Mais voilà, la question, elle est à prendre bien en amont, au niveau effectivement des prescripteurs et peut-être que, voilà, aussi facilitateurs. Des fois, il faut aussi, voilà, que les facilitateurs, qui connaissent bien leur territoire, les associations, voilà, qui vont accompagner des femmes, hein, en recherche d'emploi. Des fois,
présente tout simplement des CV aussi aux entreprises. C'est vraiment voilà, un travail collectif, mais c'est vrai que voilà, l'entreprise, des fois, ben, je ne dis pas que voilà, elle aussi, elle a aussi certains réflexes et pas certains automatismes pour aller chercher des femmes sur certaines fonctions. Mais voilà, il faut aussi, encore faut-il que le prescripteur, il puisse, ben, présenter certains secteurs d'activité à du public féminin et on voit que c'est pas encore forcément le cas. Il y a le BTP, mais il y a bien d'autres secteurs. Après, moi, juste la question que je me posais, c'est voilà, faire un groupe que de femmes d'un point de vue, alors là, plutôt juridique, discrimination, voilà, je sais pas comment vous abordez le sujet, parce qu'on est toujours sur des sujets un peu sensibles, de faire que des groupes de femmes ou d'un certain public. J'adore cette question, c'est ma question préférée. Bon, Qui revient bon, toujours. bah, écoutez, j'étais peut-être un peu, non, mais voilà, c'est une question, c'est vrai que Non, mais c'est une question que beaucoup de personnes se posent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on utilise la non-mixité comme un outil pour notamment le point sur je me sens légitime et voilà, travailler sur la confiance en soi et la légitimité. Et en fait, il y a plein de raisons par voilà, la socialisation dans notre société quand on est une femme, etc., qui fait que déjà, on va être élevé à avoir moins confiance en soi. De plus, là, on est dans un secteur peu féminin, donc qui va en fait à l'encontre des normes de genre. Donc là, on a encore un facteur qui peut faire baisser la confiance parce qu'on n'est pas dans la case, entre guillemets, je vous fais ça très schématiquement. Et enfin, on observe que dans les groupes mixtes, mais rien que au boulot, dans n'importe quel travail de bureau, les femmes ont tendance à se faire couper la parole, pardon. Elles ont tendance à se faire piquer leurs idées. Enfin voilà, on observe plein de comportements comme ça, qui sont du coup des comportements sexistes, qui sont encore très ancrés dans les dynamiques de groupe. Et voilà, donc l'idée, c'est de se dire, nous, on a réussi à trouver un profil féminin qui a un attrait pour voilà, un métier manuel, qui se dit j'ai envie de me lancer, en effet, voilà, une alternance en plomberie, ça m'intéresse, je me vois faire ce métier, ça me convient à plein de niveaux, etc. J'aime travailler en équipe, intervenir chez le client, changer de lieu de travail tous les jours, voilà, trop bien. Et là, je me retrouve en alternance avec une très grande majorité d'hommes qui ne comprennent pas ce que je fais là, et qui vont potentiellement soit se moquer, remettre en doute mes compétences, etc. Pourquoi? Juste parce que je suis une femme, en fait. Et ça, voilà, vous allez me dire qu'il y a peut-être des groupes où ça n'arrive pas. Mais en tout cas, nous, on observe que en tout cas, les personnes qui ont fait ce parcours-là, les femmes qui sont aujourd'hui dans le BTP, qui sont passées par le chemin classique, entre guillemets, elles vont vous le dire, il faut avoir un énorme caractère, il ne faut pas se laisser marcher dessus et tout. En fait, ça veut dire double peine, ça veut dire que je suis là pour apprendre, mais en fait, je passe mon temps à me battre pour que ma place soit acceptée. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'éviter ça et de se dire, les femmes ont elles aussi le droit d'apprendre dans de bonnes conditions. Et du coup, ce SAS de 15 jours, l'idée, c'est de se dire, en fait, elles vont apprendre tout le vocabulaire, elles vont apprendre tous les gestes de sécurité, etc. En fait, elles vont arriver avec un premier bagage et aussi, elles vont tester, elles vont vraiment aller en immersion, etc. Et du coup, au moins, leur confiance en elles, elle est blindée. À la fin des 15 jours que entre femmes, voilà, elles seront montées en compétences et du coup, elles arrivent en alternance en disant, en fait, je sais faire et j'ai pas... Enfin, voilà. Et personne ne pourra monter ma confiance. Et ensuite, désolée, c'est un peu long, je termine. Non, mais c'est intéressant, effectivement, pour qu'elles gagnent en confiance et qu'elles ne se retrouvent pas comme ça en immersion dans un groupe où elles seraient déstabilisées, en fait. Voilà, et après, c'est pas non plus tomber dans la surprotection, mais c'est dire, OK, on se donne un espace, et comme ça, après, il y a la confiance et la compétence, et on arrive dans un groupe mixte. Et là, nous, par contre, ce qu'on conseille, c'est aux CFA, aux entreprises et tout, c'est d'avoir fait le travail en amont, et on les accompagne aussi sur justement, c'est quoi des propos sexistes, pourquoi c'est pas OK, pourquoi c'est votre rôle de les interdire. Et du coup, dans l'idéal, il y a eu le SAS du coup en non-mixité, et après, on arrive dans un espace qu'on appelle safe, en tout cas en sécurité, et tout le monde peut apprendre dans de bonnes conditions. Et du coup, juste sur l'aspect juridique, c'est pas du tout interdit de faire de la discrimination positive sur un dispositif là qui va être financé, par exemple, ça va être un contrat de ville ou je sais pas quoi, qui flèche en fait vers les publics féminins parce qu'il y a un écart à corriger. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Très bien, Claire. Écoutez,
Là, je vois pas d'autres questions, donc je transmettrai votre support aux participants. Vous avez mis votre adresse mail, donc je pense que vous allez être sollicités dans les prochains jours et prochaines semaines. Merci Avec grand beaucoup. plaisir. Merci, Erika. Donc maintenant, on va laisser la parole au binôme Premploi et l'entreprise c'était dans la toiture. Là, on va continuer sur le secteur du BTP et sur la partie plutôt toujours qualifiante de la clause sociale, de la mise en œuvre de la clause. Bonjour à tous, bonjour. Merci Erika de nous inviter à présenter un dispositif de recrutement-formation que nous avons mis en place récemment. Et merci à François Brousse, l'entreprise à Montois qui m'accompagne pour s'exprimer sur ce dispositif. Alors François, je crois que vous n'avez pas votre caméra, mais peut-être... Écoutez, bonjour. Bonjour, mais on vous entend. Bonjour, Si merci. vous m'entendiez, pour moi la caméra est active, mais a priori vous ne me voyez pas, donc je ne sais pas ce qui se passe. On vous entend bien. Voilà, le principal est que m'entend. nous vous entendions, François. Désolé de ne pas y être par l'image, mais j'y suis par le son. Tout à fait. Problème de caméra. Voilà, ça peut tout à fait arriver. Donc, Pro-Emploi, nous sommes une entreprise de travail temporaire d'insertion implantée sur l'ensemble, quasiment l'ensemble de l'Île-de-France. Et nous mettons en place régulièrement des dispositifs de recrutement, formation sur un certain nombre de métiers et de secteurs d'activité. Ces dispositifs de recrutement-formation font bien évidemment réponse à des problématiques RH des entreprises, notamment pour répondre à leurs clauses sociales dans les marchés publics, mais également sur des tensions de recrutement. Et ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est un dispositif qui a été pensé et porté avec la Fédération française du bâtiment région Île-de-France et qui va permettre à un groupe de publics réfugiés ou bénéficiaires de la protection internationale d'accéder au métier de couvreur. Donc, c'est une expérimentation que nous avons menée tous ensemble avec les entreprises de la FFB et qui, ma foi, est en cours, mais donne déjà des signes de succès. Donc, nous avons déjà utiliser ce type de dispositif pour des métiers tels que maçon VRD dans les travaux publics, façadier dans le bâtiment, mais également dans d'autres secteurs d'activité, employé commercial en magasin, agent de restauration, etc. Et c'est vrai que ces dispositifs, notamment qui peuvent être, ils ne le sont pas tous, mais qui peuvent être réservés à un public bénéficiaires de la protection internationale ont la particularité de s'articuler en deux étapes. Une étape dans laquelle on commence à s'initier à un métier, mais surtout, on a un gros module de français, langue étrangère à visée professionnelle et en situation de travail. Et puis ensuite, une deuxième phase où on a une formation en général à un titre professionnel. Je vais peut-être vous partager mon écran, si c'est possible, simplement pour vous montrer un tout petit peu. Vous me dites si vous apercevez mon... C'est bon. C'est bon. Bon, parfait. Eh bien, voilà, donc un petit peu comment s'articule ce genre de dispositif. Là, vous avez typiquement, donc on a réuni toutes nos entreprises, toutes les entreprises qui s'étaient déclarées partantes pour cette expérimentation le 20 avril 2023 pour une journée de recrutement, alors qu'elle est plus une journée de rencontre avec des candidats, donc bénéficiaires de la protection internationale, ce qui a permis aux entreprises
de faire connaissance avec 1 ou 2 candidats chacune et de les accueillir d'abord dans leurs entreprises simplement une journée pour vérifier dans ce métier en particulier, pour valider le projet professionnel et surtout avoir un test en hauteur pour vérifier tout simplement que les personnes qui avaient envie d'aller vers ce métier n'étaient pas sujettes au vertige, puisque c'est tout de même un métier pour lequel c'est une contre-indication absolue. Et donc, à la suite de cette rencontre avec les entreprises et de cette journée passée en entreprise, le groupe, donc là en l'occurrence, nous avons commencé avec un groupe de 10 personnes, est rentré alors c'est un CDPI, c'est-à-dire c'est un dispositif qui est porté par notre OPCO ACTO du travail temporaire, un contrat de développement professionnel intérimaire. Qui est composé pour sa première phase de français langue étrangère à visée professionnelle et en situation de travail et d'une initiation au métier de couvreur avec un énorme module sécurité, évidemment. L'objectif durant ces 10 semaines étant d'acquérir bien évidemment le vocabulaire nécessaire à accéder à un chantier, mais également les premiers gestes du couvreur et surtout la sécurité pour pouvoir arriver en entreprise en toute sécurité. Cette phase de 10 semaines est suivie d'une période de mission d'intérim d'insertion avec qu'on appelle validation des acquis de la formation. C'est une phase obligatoire qui, dans le cadre du CDPI, est obligatoire donc pour que nous accédions tout simplement au financement de la partie formation. Cette phase dure 8 semaines en entreprise. Ces 8 semaines ont permis, entre juillet et septembre, aux entreprises de valider leurs candidats pour la continuation, c'est-à-dire pour partir vers la formation au titre professionnel de couvreur-zingueur. Donc, c'est une première étape indispensable, spécifique à un public qui a des difficultés, notamment avec la langue française, et du coup, qui nous permet de préparer tranquillement l'accession à une formation professionnalisante. Donc, cette formation professionnalisante, elle a démarré le 4 septembre. Elle se terminera le 17 mai prochain, 2024. Et donc, c'est une formation en alternance classique, avec globalement 2 semaines en formation, 2 semaines en entreprise, en fait 2-3 semaines en entreprise. Et puis, avec à la fin, bien sûr, un passage du titre. Et ce module sera suivi là aussi d'une validation des acquis de la formation, mission d'intérim d'insertion obligatoire. Tout l'intérêt de ce dispositif, c'est bien évidemment de permettre aux entreprises de recruter un public qui ne serait peut-être pas allé chercher sans ce type de dispositif et donc de faire face à une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur en particulier, mais également, bien évidemment, aux entreprises de répondre à leurs clauses d'insertion de manière, j'allais dire, vertueuse, puisqu'il s'agit non seulement de répondre à une clause, mais de préparer à l'emploi durable. Du coup, cela permet, et ça, nous avons cet accord avec en général l'ensemble des facilitateurs sur l'ensemble des territoires, de comptabiliser dans les heures de clause, évidemment, les heures de formation et les heures de mise à disposition en mission d'intérim d'insertion. Donc, c'est véritablement un dispositif gagnant-gagnant qui nous permet, sur l'expérience qu'on en a sur beaucoup d'autres métiers, puisque c'est notre première expérimentation sur le métier de couvreur, mais nous avons quand même déjà beaucoup développé ces dispositifs sur d'autres métiers, notamment du BTP. Et ça nous permet en général d'avoir une sortie vers l'emploi durable. On est sur un taux de sortie entre 75 et 80%, donc ce qui est plutôt positif. Donc voilà notre petit groupe à l'œuvre. C'est pour l'instant une formation qui se passe très bien, des entreprises qui semblent satisfaites de cette initiative. C'est un projet qui est assez innovant, surtout par la typologie du public que nous amenons vers ce métier.
Et je vais laisser la parole à François Brousse, parce que qui mieux qu'une entreprise participante au dispositif peut vous en donner l'idée. François, je vous laisse la parole. Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, sur la photo que vous avez, moi, j'ai pris deux stagiaires et deux apprentis dont je suis content. Effectivement, si je n'avais pas appartenu à la FEB et si je n'avais pas été mis en contact avec Pro-Emploi, j'aurais eu quelques difficultés à aller chercher ce type d'apprentis dont j'avais mes connaissances complètement. Grâce à ça, j'ai pu être mis en contact avec Pro-Emploi. Et aujourd'hui, j'ai deux jeunes, entre autres celui qui est en haut sur la photo, qui fait les 2V, et celui qui porte un bonnet marron et qui tient quelque chose dans sa main. Celui d'en haut s'appelle Ali, et celui qui est avec des lunettes de soleil s'appelle Elias. Et donc, effectivement, en plus, on a bénéficié au niveau du CFM de Trappes de pouvoir alterner les deux jeunes en termes de formation, ce qui fait que quand on est une entreprise de couverture et qu'on travaille en équipe, habituellement, quand on a des apprentis, la semaine où l'apprenti est à l'école, eh bien, on est en carence. Et c'est difficile de pallier à la carence, compte tenu de la difficulté de recrutement. Et donc, l'avantage, c'est que là, on a pu séparer le groupe en deux, et ce qui fait qu'en fait, j'ai demi-temps. Et donc, demi-temps égale un temps complet, ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à cette organisation, j'ai deux jeunes qui viennent en alternance dans l'entreprise, et pour moi, j'ai la continuité. Effectivement, quand on a eu la journée de recrutement, la communication n'était pas forcément évidente. Et on a vu dans la formation initiale de 2 mois qu'il y avait eu une forte progression des deux jeunes. Donc, celui qui fait les 2V, Ali, est afghan, et Elias est somalien. Donc, tous les deux ont bien progressé, et quand on les a intégrés en juillet et en août, on a vu que il y avait déjà une bonne compréhension par rapport aux directives de sécurité, et aussi, et ce qui est très important pour le métier de couvreur, mais aussi dans le métier lui-même, puisque c'est de comprendre les termes techniques que l'on a continué avec eux d'approfondir. Et aujourd'hui, on a deux jeunes qui sont complètement compétents et qui s'intègrent bien, et ils sont volontaires, ils ont envie d'apprendre le métier. Et ce que je leur ai demandé à chaque fois, c'est que quand ils font une alternance avec le centre, le CFM de Trappes, c'est d'envoyer leur réalisation de la semaine ou de la période des 15 jours, de manière à se tenir informés de ce qu'ils ont fait et des évolutions, et surtout de quelle façon ils ont appréhendé, pour ce qui est important dans la couverture et la zinguerie, donc les pliages, la mise en œuvre des éléments de construction de toiture, c'est-à-dire le travail du zinc, de l'ardoise et des gouttières. Donc aujourd'hui, je suis pleinement satisfait des deux jeunes que j'ai recrutés, parce qu'ils sont très, comment je dirais, très dynamiques et ont envie d'apprendre. Donc ça, c'est déjà la motivation personnelle, c'est vraiment ce qui est très important. Et ils montrent leur aptitude à pouvoir travailler. Et surtout, de par la formation, on peut les mettre aujourd'hui sur cette semaine, c'est Elias qui est avec moi. Et donc, il est sur un chantier où il y a du zinc à faire, et il est tout à fait à la hauteur. Il nous a montré qu'il savait faire des soudures, qu'il savait faire du pliage. Donc, franchement, on est très satisfait de ce recrutement. Et pour information, il est sûr que dans les deux, il y en a un que l'on prendra, puisqu'il y a un poste à pourvoir dans l'entreprise, mais j'aimerais bien pouvoir garder les deux. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Donc, ça, c'est véritablement, c'est très important, hein, évidemment, d'avoir des entreprises investies. Également, on a pour habitude chez Pro-Emploi de dire que sur le chemin de l'emploi durable, pour accompagner un candidat, il faut que l'entreprise lui tienne une main et que Pro-Emploi lui tienne l'autre main. Et de cette manière, en général, on arrive à bon port. C'est très important également de savoir que l'accompagnement par nos conseillers d'insertion professionnelle, par exemple chez Pro-Emploi,
est vraiment global dès le premier jour de formation, hein. C'est-à-dire qu'on travaille sur tous les freins à l'emploi qui peuvent exister, notamment sur un public BPI. Ben, il y a un frein à l'emploi qui est souvent rencontré, c'est celui du logement. Donc, on travaille sur toutes ces difficultés, hein, sur les difficultés au niveau du logement, au niveau de la mobilité, au niveau administratif. Voilà, ça vient compléter bien évidemment cette formation, et ça permet aux entreprises d'avoir un relais aussi auprès de Pro Emploi pour ne pas avoir à gérer ce que parfois les entreprises ont à gérer avec des apprentis entre guillemets classiques, c'est-à-dire d'être un petit peu sollicités pour gérer des problématiques sociales ou des problématiques. Moi, certaines entreprises me disent: je suis l'assistante sociale, le papa, la maman de mes apprentis. Donc, le fait d'avoir cet accompagnement global via Pro Emploi permet aussi aux entreprises de se reposer sur notre structure pour n'avoir à gérer que le côté professionnel. Et bien évidemment, on travaille avec un organisme de formation reconnu par la profession, là en l'occurrence c'est le CFM BTP Attrape, et qui nous permet de travailler en amont pour adapter le référentiel de base, hein, au public qu'on veut intégrer. Donc, on a vraiment un travail en amont avec le centre de formation, un vrai partenariat pour adapter un référentiel, non seulement pour pouvoir décrocher un titre pro, mais pour pouvoir s'adapter au public en question. Voilà, c'est un petit peu ce que nous pouvons en dire. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Parce que pour avoir vécu une antériorité où j'avais employé un jeune qui venait d'un autre pays, c'est qu'effectivement, mais sans le soutien de Pro Emploi, c'est qu'effectivement, là, on s'est rencontrés déjà 2 fois. Il y a cet après-midi, on rencontre pour la 3e fois quelqu'un qui accompagne donc Elias. La semaine prochaine, la même personne viendra voir Ali. Et c'est vrai j'ai pas le problème de gestion administrative des jeunes, puisque en termes de documents, d'avoir comment je dirais, le droit de travail et ainsi de suite, je passe toute cette partie administrative à gérer. Donc, ce qui est vraiment déjà rassurant, ce qui n'était pas le cas de l'embauche du jeune que j'avais eu avant. Et donc, ça veut dire que je peux être serein par rapport à la pérennité de l'emploi que je peux lui offrir. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait vous dire de ce dispositif, sachant qu'encore une fois, nous avons là en ce moment sur l'ensemble de l'Île-de-France une petite dizaine de dispositifs de ce type en cours. Alors, pas forcément pour des publics réfugiés, hein, il y a aussi des dispositifs avec d'autres publics ciblés, mais toujours ce même esprit d'allier accompagnement de l'entreprise, accompagnement du public sur ce chemin vers l'emploi durable, et de permettre en même temps aux entreprises de répondre de manière vertueuse à leurs clauses sociales. Si vous avez des questions, bien entendu, nous sommes à votre disposition. Je peux intervenir sur l'intervention de Claire Engrand tout à l'heure. Oui, pour information, ça faisait 1 an et demi que je cherchais des emplois et des couvreurs et des couvreuses. Néanmoins, trouver des personnes, femmes, féminines qui font ce métier, malheureusement, je n'en trouve pas, mais mon souhait serait d'en intégrer. Par contre, les candidatures sont très rares. Et après, l'autre notion qu'il ne faut pas oublier, et je trouve que les groupes sexistes, je trouve que ça n'arrange pas forcément. Je préfère parler de mixité plutôt que de groupe femmes ou hommes, parce que c'est toujours, je ne trouve pas qu'on aide forcément l'intégration. Mais surtout, ce qu'il faut penser, c'est qu'une entreprise comme la mienne, où on est 10, c'est que intégrer déjà au niveau opérationnel, en administratif, j'ai une femme, mais au niveau opérationnel, ça veut dire avoir des vestiaires, ça veut dire l'organisation de l'entreprise demande une structuration des locaux pour pouvoir recevoir hommes et femmes. Et ce n'est pas toujours évident. Dans les locaux d'une entreprise de 10 personnes, vous pouvez imaginer que d'avoir un vestiaire séparé pour les femmes, un toilette pour les femmes. J'ai aussi des douches. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut multiplier par 2.
Et ce n'est pas forcément évident en termes de structure d'accueil. Mais néanmoins, avant de me poser la problématique de la structure d'accueil, j'aimerais pouvoir avoir Ben, cette c'est ça. problématique si je trouvais une femme. Voilà, en tant que Alors, couvreur. voilà. Et ce que je trouverais très intéressant pour justement la motivation au niveau de la formation et même pour les autres couvreurs qui sont dans l'entreprise. Absolument. Et du coup, effectivement, Pôle emploi est évidemment intéressé par l'expérience relatée par Claire, puisque nous essayons également de travailler sur l'accès des publics féminins, notamment vers des secteurs comme le BTP. Et nous sommes comme tout le monde, nous rencontrons pas mal de difficultés. Donc, partager ces expériences m'intéresse au plus haut point. Bon, bah, je sais pas, Claire était avec nous en début de vos interventions. Je crois elle a quitté le mien, mais on lui passera le message. Oui, parce que c'est des métiers, bon, couvreurs Voilà. peuvent, tout à Alors, fait. ce que je voulais juste ajouter peut-être, c'est que parfois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent, mais sur des métiers qui sont un peu récurrents, le maçon. Et en fait, couvreur, ça nous paraissait plus compliqué. D'intégrer des couvreurs, et je pense notamment quand les entreprises de couverture ont une clause sociale, ce n'est pas facile pour les facilitateurs, j'imagine, de leur proposer des profils avec déjà une qualification, parce que c'est quand même un métier qui ne s'invente pas. Et c'est pour ça que des fois, il n'y a pas toujours de la clause sur les marchés de couverture. Hein, voilà, parce que j'imagine bien. l'idée, après, c'est la difficulté de trouver les publics. Donc, Tout à sauf à fait. trouver des publics qui vont être sur des qualifications de nettoyage de chantier, mais l'objectif de la clause, ce n'est pas que, voilà, c'est Bien aussi sûr. d'en profiter pour aller vers l'emploi durable, faire découvrir des métiers. Et alors, je sais, parmi les participants, je ne sais pas si il y a des questions, mais en tout cas, pourquoi on a voulu, j'ai trouvé intéressant de vous faire partager cette expérience, parce que sur le secteur de la couverture, effectivement, il y a pas forcément de la clause. Alors, je ne sais pas si, parmi les facilitateurs participants, vous closez des marchés dans ce secteur? Oui, il y a Manon Asfeld qui dit que depuis quelques mois, elle ne close plus la couverture. Et pour quelle raison? Parce que vous trouvez il y a pas de public, en fait, c'est ça, j'imagine? Que vous pouvez déléguer ensuite aux entreprises, enfin pas vous, mais qui peuvent être délégués aux entreprises, j'imagine? Oui, alors c'est effectivement une question de public. Les entreprises que nous avons sur le territoire qui répondent en fait aux appels d'offres, pour en avoir rencontré plusieurs au moment des premières réunions de chantier, on s'est rendu compte, quand je dis il y a quelques mois, on va dire en janvier, que janvier, février, que ça devenait très compliqué pour les entreprises par manque de public, par des chantiers qui sont de plus en plus importants, et du coup des demandes qui sont plus poussées aussi, des accréditations aussi qui sont parfois demandées. Et du coup, effectivement, nous, de notre côté, on a décidé pour le moment, tant qu'on ne trouve pas de solution autre que le filon normal, entre guillemets, on va plus sur la couverture. Ouais, ouais. Ce qui peut être, un levier justement pour faire découvrir les métiers à d'autres publics, hein, parce que, bon, là, si on revient aussi sur le public réfugié, c'est vrai qu'au niveau de la clause, en tout cas au niveau régional, les publics BPI, c'est pas les publics qui profitent beaucoup des dispositifs clause sociale. Donc, je trouve que, faire ce type de parcours, c'est très intéressant, parce qu'il y a un vivier qui existe, hein. Je peux intervenir, s'il vous plaît, Oui, oui, bien sûr. à ce qui vient d'être dit? Parce que le problème de la couverture, et madame Bruzon l'a dit, il faut apprendre la sécurité. Et aujourd'hui, c'est un métier, on ne peut pas travailler tout seul. Et en même temps, moi, je travaille avec quand on est sur un échafaudage, il faut travailler au minimum à 2. On fait des interventions, et la semaine où il y a l'intégration d'un jeune, eh bien, la semaine où il est à l'école, on peut pas comment je dirais, on peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre encore un autre intérimaire pour remplacer l'apprenant.
Et aujourd'hui, quand on voit l'intégration, moi j'ai beaucoup de confrères qui sont à la recherche de couvreurs, parce que des formations de couvreurs, il y en a, je suis en Île-de-France, et donc il n'y en a pas. Il y a une formation, il y a un CFA qui forme des couvreurs, il est dans le 77 au nord de Marne-la-Vallée. Imaginez une entreprise qui est à Trappes, là, on peut voir sur la carte derrière, voilà. Eh bien, imaginez quelqu'un qui un jeune qui est en formation dans le nord du 77 qui va aller travailler à Trappes. Ben, c'est pas possible. Déjà parce que Ah oui, le il y a très peu transport, de formation, je ne savais pas. Oui. et il y a très très peu de formation. Donc, quand vous avez un centre pour toute l'Île-de-France où il y a 8 départements, comment vous voulez qu'on trouve? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre métier? Il y a un peu plus au niveau étancheur, c'est un peu la même chose. C'est que eh bien, les salariés butinent parce que comme il n'y a pas beaucoup d'offres, et que là, il y a une demande qui est forte, eh bien, ça donne la possibilité aux salariés de butiner et d'aller se vendre par rapport à ce qu'ils ont appris dans chaque entreprise. Mais pour nous, en termes d'intégration, la difficulté, c'est d'intégrer quelqu'un en alternance. Parce que, surtout dans la couverture et l'étanchéité, on ne peut pas travailler tout seul, on n'a pas le droit. Je ne peux pas laisser une personne Ouais, seule toujours travailler. en binôme, en Il faut fait. toujours qu'il y ait un binôme. Et donc, Mmh. il faut gérer la carence. Et la difficulté, elle est là. C'est la raison pour laquelle l'insertion, c'est toujours un peu du travail de dentelle, hein, Ah oui, quelles que clairement, soient oui. les problématiques et les métiers, et que nous sommes obligés d'adapter en fonction des entreprises et en fonction des publics, à la fois les référentiels de formation, les rythmes de formation, etc. Donc, c'est aussi, effectivement, là, nous formons un groupe de 10 personnes, donc ça paraît une goutte d'eau dans l'océan. Néanmoins, en multipliant ce genre d'initiatives, je pense qu'on peut arriver à répondre à l'ensemble des besoins dans l'ensemble des secteurs d'activité, tout simplement, voilà, par petites touches, par petits groupes, hein. On est effectivement très loin des grands dispositifs de formation nationaux où on va former des milliers de personnes. Bien évidemment, on n'est pas là-dedans. Néanmoins, on peut répondre à un besoin sur un territoire de manière intelligente. Non, mais tout à fait, c'est très intéressant. Et qui offre beaucoup de souplesse. Merci. Voilà. Merci à vous 2. Alors, je ne vois pas de questions. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Merci en tout cas de nous avoir En tout cas, merci beaucoup, pour vos interventions, et on transmettra le support, également, Oui, Stéphanie, si tu le veux bien. avec plaisir. Merci, au revoir. Merci revoir. beaucoup. Donc, on va passer maintenant au secteur du nettoyage avec l'intervention du facilitateur de Paris, l'EPEC, et l'organisme de formation, comme je vous disais, du secteur de l'hygiène et de la propreté, l'INI. Et donc l'EPEC va nous présenter, voilà, l'approche qui est, de mon point de vue, je trouve très intéressante, de la prise en compte des considérations sociales dans les fameux marchés de nettoyage où c'est l'incontournable, hein, un peu au niveau de la clause. Dès qu'il y a marché de nettoyage, on dit, voilà, on pense tout de suite à mettre de la clause, mais voilà, c'est des marchés qui sont quand même assez spécifiques, et voilà, où on aimerait aller plus vers du qualitatif. Donc bonjour Madame Courtin, merci pour voilà, d'avoir accepté d'intervenir en binôme avec Simon. Et Simon, Bonjour. écoute, je te laisse la parole à ce moment-là pour nous présenter votre approche à l'EPEC. Bonjour à tous. Donc, pour rebondir sur ce que disait Erika Maillot, en effet, les marchés de nettoyage, ils ont une spécificité déjà première, c'est la reprise de personnel. Nous, au niveau de l'EPEC, la reprise de personnel, donc elle est établie dans l'accord 7 de la convention collective du secteur du nettoyage. Classiquement, nous, au niveau de l'EPEC, on applique la formule de pondération qui est préconisée par l'accord de branche. Auparavant, on avait aussi des collègues qui appliquaient la règle d'un salarié recruté sur 2 et dédié à l'insertion, mais du coup, c'est un peu hasardeux. Ça sous-entend d'avoir un peu les retombées de l'entreprise sur les recrutements, et ça pose pas mal de problématiques pour quantifier un peu les heures qui sont réalisées. Alors que, en appliquant la formule, on a un objectif précis qu'on peut annoncer à l'entreprise de but en blanc, et qui en plus est prôné par leur convention collective, donc sur laquelle on peut s'appuyer et sur laquelle on peut mettre en place des plans d'action.
Sur les marchés de nettoyage, pour vraiment arriver à diversifier la clause d'insertion et sur les manières dont elle est réalisée, tout d'abord, ça passe déjà par un dialogue avec le donneur d'ordre sur les horaires de nettoyage. Souvent, il arrive que les horaires de nettoyage des bureaux se fassent tôt le matin ou tard le soir, ce qui provoque déjà de l'emploi partiel pour les salariés dans le secteur du nettoyage. Des difficultés aussi pour un métier qui est très féminin, pour tout ce qui est toutes les personnes qui sont mères de famille, célibataires, et qui ont les enfants à déposer à l'école. Donc, elles se retrouvent très souvent bloquées juste pour la raison des enfants à déposer à l'école. Et des horaires en journée permettraient d'éviter un peu le double boulot pour les agents de nettoyage et aussi d'avoir des horaires de bureau qui permettraient aussi de ne pas être bloqués vis-à-vis des enfants. Alors, c'est dans un monde idéal. Je sais que tous les locaux ne se prêtent pas non plus à du nettoyage en journée, notamment quand il y a du public qui est reçu. Mais je pense que c'est important déjà d'avoir un peu ce dialogue de sensibilisation auprès des DO, quitte à ce que aussi ces remontées se fassent par les entreprises qui sont sur les marchés de nettoyage, pour aussi que au moment de la rédaction du marché et de la clause, ça se passe aussi sur les horaires de passage de nettoyage qui sont imposés aux entreprises. La deuxième solution, un peu pour varier un peu et pour apporter de la qualité et de la diversification sur les marchés de nettoyage, c'est tout simplement en mettant en place des critères de sélection. Donc, je vais vous partager 2 exemples de critères de sélection qui ont été mis en place par des collègues à moi. Alors, tac, tac, tac. Alors, est-ce que vous voyez mon tableau? Oui, très bien. Oui, parfait. Du coup, là, il s'agit d'un marché de nettoyage de la RIVP, multi-attributaire. Et ma collègue, du coup, a choisi de porter les critères de sélection sur les taux d'emploi en CDI, justement pour favoriser l'emploi périn, et le nombre d'heures de formation également pour amener à la qualification et à des actions diplômantes pour les personnes en insertion. L'entreprise devait ensuite se prononcer sur le type de formation qu'elle souhaitait mettre en place, si c'était plutôt des formations en interne ou des formations en externe, et si oui, quel type de formation. Du coup, les entreprises se sont prononcées là-dessus. Par exemple, pour BBN, ici, ils sont engagés sur un taux d'effort en CDI de 10%. Et ensuite, à mettre en place des actions de formation, donc 294 heures de formation par salarié, il me semble, et porter plutôt sur alors des techniques de nettoyage, mais aussi des contrats en alternance, donc des TIC pro, agents de propreté et d'hygiène. Alors, là, sur ce marché, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez ciblé, canalisé les entreprises sur le type de formation, donc c'est un peu épars et elles ont répondu un peu de manière différente, à savoir 77 heures par salarié ou 5 000 au global. Et c'est vrai que ça, pour les prochains marchés, c'est quelque chose sur lesquels on devra être un peu plus alerte. C'est sur comment les entreprises remplissent le critère de sélection. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment d'amener les entreprises à se prononcer sur de l'emploi périn et des heures de formation, et pas juste faire des heures pour faire des heures sur le nettoyage. Un deuxième exemple qui a été proposé du coup, alors, tac. Ouais. Là, c'était pour un marché sur la BNF, Bibliothèque nationale de France. Et là, les entreprises devaient se prononcer sur des nombres d'insertions supplémentaires réalisées par rapport à l'objectif qui a été calibré, et également un taux d'emploi périn, donc à la fois CDI, mais aussi CDD de plus de 6 mois. Voilà. Donc l'idée, c'est un peu quand on met en place ces critères de sélection, c'est d'empêcher les contrats courts, les emplois précaires, et aussi, dans la mesure du possible, d'essayer d'amener aussi à la qualification et à l'insertion. Donc ça peut passer tout simplement par la rédaction de la clause au moment de la proposition au donneur d'ordre, et ensuite avec les entreprises qui se prononcent sur leur réponse et un système de notation pour remporter le marché. La deuxième action que nous, on mène type d'action qu'on mène nous au niveau de l'EPEC, c'est la sensibilisation à la question de l'apprentissage sur la question du nettoyage.
Et là-dessus, on a mené une action conjointement avec le CFAINI en janvier. En janvier de l'année dernière. Donc, on voulait déjà amener le public à découvrir les métiers du nettoyage et les formations qui pouvaient exister. Donc, on a amené une vingtaine de personnes en journée porte ouverte au CFAINI. Donc, 13 publics en accompagnement PLI et 7 professionnels de l'insertion pour qu'ils puissent mieux parler des formations aussi du nettoyage. Et du coup, on a aussi présenté les personnes qui souhaitaient se former dans le métier du nettoyage à un job dating. Et du coup, sur les 13 personnes, sur les 13 publics qui ont voulu visiter le CFAINI, il y en a 8 qui ont souhaité se former. Et sur les 8 participants, notamment lors du job dating, il y en a 5 qui ont été embauchés en contrat d'alternance et un qui a failli être embauché, mais qui n'a pas pu au dernier moment parce qu'elle avait des cours avec l'OFI, malheureusement. Et du coup, l'embauche n'a pas pu se faire à la dernière minute. Donc, l'idée, c'est aussi des fois d'amener le public vers les métiers du nettoyage, de les sensibiliser et de prendre un peu le chemin inverse et de leur faire découvrir déjà qu'il existe des formations, que c'est important de les suivre, de se former, de se qualifier et ensuite de les présenter aux entreprises qui ont remporté des marchés pour les proposer avec la certification qui sont aptes à suivre la formation de la part du CFAINI. Et je vais laisser peut-être un peu la parole à Madame Courtin, du coup, pour qu'elle présente un peu plus en détail les formations qui sont proposées au CFAINI. Je vous en prie, Madame Courtin. Oui, je vous remercie. Merci pour cette présentation. L'INI, c'est le leader national de la formation dans le secteur de la propreté et de l'environnement, qui comptabilise donc à ce jour 7 CFA et 8 centres de formation continue implantés dans les grandes agglomérations françaises. Bonjour Anne, ça va ? L'INI a été créé par la Fédération des entreprises de propreté, la FEP, en 1980 et propose donc aujourd'hui une filière incomplète allant du CAP au master, ce qui nous permet d'être une force sur le territoire et également de permettre à nos alternants d'évoluer à travers leur cursus scolaire et également professionnellement sur le terrain. Côté formation continue, si je reste à l'apprentissage, on compte presque 2000 alternants en France et 350 en Île-de-France, répartis sur 2 sites, Villejuif et Gennevilliers. Côté formation continue, c'est plus de 20 000 stagiaires de la formation continue qui sont formés chaque année. Pour vous donner aussi quelques chiffres en ce qui concerne les réussites de l'alternance, c'est plus de 87% de réussite à l'examen. Et puis si vous avez des questions, je reste ouverte. C'est une présentation rapide qui avait pour but surtout de parler de l'apprentissage. Peut-être que je peux rajouter aussi, on recrute tout au long de l'année. On a nos diplômes qui fonctionnent quasi en entrée-sortie permanente, ce qui permet aussi aux candidats de ne pas attendre la nouvelle rentrée scolaire pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien, merci beaucoup. Ouais, et puis le fait qu'on soit créé aussi par la fédération, nous, on a aussi cet avantage, c'est que les jeunes n'ont pas besoin de prospecter les entreprises de propreté. Nous avons, on se charge de les accompagner, de les mettre en relation avec nos entreprises partenaires, car aujourd'hui, on est plutôt sur une situation d'avoir plus d'offres que de candidats. Donc, mais vous, en plus, vous nous apportez l'entreprise, ce qui est un plus. Mais quand j'ai vu là le tableau tout à l'heure de Monsieur Favornou, j'ai pu constater que toutes ces entreprises sont adhérentes à notre fédération et donc on travaille avec eux déjà. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.
Peut-être en complément, Madame Courtin, Oui, sur les types de formations qui sont proposées au CFANI, oui. sur les Alors différents oui, niveaux plus que vous proposez. précisément, oui, du CAP au master. Donc, nous avons le CAP, genre de propreté et d'hygiène, auquel on peut y rentrer sans condition de diplôme et un niveau scolaire vraiment un peu élevé, un minimum de savoir lire et écrire. Ensuite, nous avons le bac pro, hygiène, propreté, stérilisation, qui va préparer au métier d'agent de stérilisation ou de chef d'équipe dans le nettoyage. Alors, ce CAP, c'est vraiment le cœur du métier, c'est vraiment la préparation au poste d'agent polyvalent d'entretien. Se poursuit le bac pro sur des postes d'agent de stérilisation et de chef d'équipe. Ensuite, le BTS, métier des services à l'environnement, sur 2 ans, qui va préparer au métier d'assistant responsable QSE ou bien chef d'équipe confirmé. Puis nous avons le bac plus 3, titre certifié de niveau 6, bac plus 3, responsable des services hygiène et environnement, qui va permettre aux jeunes d'occuper le poste de responsable d'exploitation, chef de site ou bien responsable qualité, sécurité, environnement. Et puis pour terminer, notre bac plus 5 sur 2 ans, TCN 7, plus spécialisé dans le management commercial, car beaucoup d'entreprises recherchent leur futur manager ou directeur d'agence pour développer donc développer économiquement les entreprises de propreté. Donc, le panel est Et large. justement répondre au marché au marché pour agrandir leur clientèle. Donc, on propose vraiment plusieurs corps de métier en plus, parce que les entreprises de propreté, je veux dire, ça fait partie vraiment d'un gros marché de l'emploi. Et donc, les jeunes peuvent très facilement passer du poste d'agent au poste de chef d'équipe et puis évoluant sur un poste à responsabilité de responsable d'un chantier ou bien même aller à la fin sur un poste de directeur d'agence. Ça permet cette grande palette de métiers. Et ce qu'on a du mal justement à valoriser et à faire entendre au public. Et les entreprises de propreté ont aussi pour politique, bien sûr, de les accompagner le plus loin possible dans leurs études et également donc de les faire en sorte que les salariés, les alternants restent aussi dans leur entreprise en sécurisant vraiment le parcours d'apprentissage. Ils sont aussi disponibles pour faire des présentations, participer également au recrutement. Souvent, ils me demandent pour aider ou peut-être plus attirer les candidats. Oui, je pense que c'est un critère, effectivement, l'évolution possible dans la profession qu'on n'imaginerait pas forcément. Donc, j'imagine que les entreprises activent ce levier quand même d'évolution Oui. aux candidats. Sinon, c'est quand même c'est compliqué de recruter. Et pour revenir aux horaires décalés, ça se fait de moins en moins, et heureusement, parce que justement, la fédération œuvre énormément pour un travail en journée, un travail en continu. Et donc, aujourd'hui, ça reste exceptionnel que les alternants, et puis ensuite les salariés qui sont pérennisés, travaillent en horaire décalé, en coupure. D'ailleurs, même cette année, avec l'entreprise Samsic, on a mis en place une prime pour tous les alternants qui acceptaient de travailler en coupure. Parce que déjà, ils ont compris que c'était compliqué d'attirer des candidats par rapport à leur disponibilité. Et puis également que c'était quand même difficile et pénible, même en habitant à proximité, de travailler en horaire décalé. C'est certain. Ouais, donc les alternants chez nous qui sont en coupure ont une prime de 150 € par mois, en plus de leur salaire d'apprenti. Très bien. Alors juste là, ce que je vois, il y a des mains levées. Alors, si je prends dans l'ordre, il y avait une question sur la formule au tout début de ta présentation. Simon, si tu peux la
la formule dans le cadre de Ouais. la reprise du personnel, si tu peux nous la Je transmettre. vais la partager, ça va être plus simple. Et alors, reprise de personnel, elle est ici. Donc c'est un indice de pondération en fait qu'on applique au moment de la rédaction de la clause. En fait, on calibre la clause classiquement et auquel on applique en fait cette pondération. D'accord. Donc la formule, elle est mentionnée ici. Donc, c'est 1 moins S, à savoir le nombre d'heures effectuées sur le marché avec les horaires habituels pour les salariés qui font l'objet d'une reprise de personnel, fois C, donc c'est un coefficient de transformation qui est basé sur le coût horaire et la masse salariale, divisé par A, le montant du marché, sur N, le nombre de mois du marché. Donc, voilà. Donc, c'est un peu barbare montré comme ça, mais il n'y a rien de compliqué. Ce qui est compliqué pour l'appliquer, la formule, souvent, c'est d'avoir le retour sur les salariés qui sont concernés par la reprise de personnel. Parce que pour le coefficient, il est donné. Pour le montant du marché, en général, vous l'avez au moment de calibrer le marché. Et le nombre de mois pour la durée, pareil, vous l'avez. Donc, c'est vraiment avoir les salariés qui sont concernés par la reprise de personnel. Donc, on calcule cet indice de pondération P et on multiplie du coup l'objectif qu'on a calibré classiquement par cet indice de pondération. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que c'était la... Ouais. Si vous voulez, je peux vous le mettre dans le chat de conversation. Ouais, je veux Comme bien, ça, comme vous ça, pouvez tu le nous le donnes. reprendre. Tac, tac, tac. C'est le phare, hein, c'est ça qui propose Oui. cette Ouais, il formule-là. me semble, ouais. Parce que c'est une question de quelqu'un. Oui, oui, c'est bien ça. Alors après, il y avait eu 2 mains levées. Donc dans l'ordre, il y a Monsieur Bessala. Merci, hein, Simon. Il y a Monsieur Bessala. Oui, merci. Donc Simon a répondu à ma première question sur la formule, qui est, je crois, enfin, faut se pencher dessus pour bien la comprendre. J'ai effectivement une question, c'est sur les heures qui sont déclaratives. Dans le tableau que vous avez montré tout à l'heure, vous avez de données BBN, CENI ou je ne sais plus qui donne des heures, 5000, 4000, etc. Ma question, c'est l'après. On signe, qui va vérifier et quels sont les éléments de preuve pour s'assurer que les heures déclarées dans l'appel d'offres ont bien été respectées. Et ma deuxième question pour Clotilde, c'est comment sensibilisez-vous les sociétés contre le travail dissimulé? C'est un vrai sujet sur ce marché. Voilà. Je ne sais pas si vous n'avez pas de réponse acte, mais c'est un sujet sur ce marché en particulier parce que c'est toujours compliqué. Vous savez, d'annexe 7 en annexe 7, pardon, ils se balancent des salariés. Parfois, c'est un peu borderline. Et comment on va justement s'assurer que les salariés sont bien traités par la suite? Juste Monsieur Bessala, votre fonction que... Je suis acheteur pour un bailleur social et on Ok, travaille merci. Oui, oui, actuellement vous l'avez justement sur le renouvellement. D'où mes Ok, questions très bien. Merci, merci. précises. Merci. Alors, pour répondre un peu sur la question, j'ai repartagé le tableau déjà. Quand on close en critères de sélection, tous les engagements que prennent les entreprises, enfin toutes les réponses des entreprises valent engagement. Donc elles sont pénalisables et sanctionnables si elles ne remplissent pas leurs engagements sur le taux d'emploi en CDI, sur le nombre d'heures de formation. Elles peuvent être pénalisables si elles ne remplissent pas ces engagements-là. Donc, il faut qu'elles fassent attention, déjà, quand elles répondent à un marché à critères de sélection, à ne pas promettre la lune, quelque chose de totalement irréalisable. Par exemple, une entreprise qui dit 100% de CDI, on va avoir du mal à y croire. Mais en plus, elle va s'exposer à des pénalités par la suite. C'est le rôle du facilitateur, tout simplement, de s'assurer que les engagements des entreprises soient bien remplis. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en considération au moment de la rédaction du critère de sélection pour s'assurer que ce qu'on met comme critère de sélection soit évaluable, soit quantifiable et soit certifiable par les entreprises au moment de la déclaration des heures. Sur un taux d'emploi en CDI, c'est assez simple. Nous, on récupère les contrats de travail, donc on sait quel salarié est embauché sous quelle forme de contrat. Et ensuite, on applique, on regarde combien d'heures d'insertion ça représente au global pour savoir s'ils sont dans les bons rails ou pas pour le nombre d'heures d'insertion réalisées. Pour les heures de formation, on se base du coup sur, en général, les formations, il y a soit elles sont certifiantes, donc il y a des diplômes, des titres pro, des CQP, donc on va pouvoir récupérer les diplômes à la fin.
On va pouvoir s'assurer aussi auprès des centres de formation que le salarié est bien inscrit en centre de formation et suit bien la formation. En plus, souvent, ces formations, elles se passent en alternance. Nous, on comptabilise les heures de formation, donc on va demander aussi des justificatifs des horaires passés en formation là-dessus. Et pour les formations qui sont passées en interne, on se base sur des attestations de formation, parce qu'en général, elles sont délivrées par des organismes de formation externes. Je ne sais pas si ça répond à la question complètement, si c'est clair. Ça répond effectivement en partie. Parce que Ouais. il faut des éléments de preuve C'est dès ça. la candidature. Si Ouais, INI dès la candidature, en fait, dès qu'on fournit va réfléchir aux tous les critères de sélection, il certificats, faut réfléchir à bien quelle sûr. preuve peut apporter l'entreprise pour Ah, bien justifier sûr. du critère. Et charge après au facilitateur de faire un suivi au fur et à mesure et s'assurer que les engagements des entreprises soient bien respectés. Ah, Ça fait ouais. du boulot pour les Nous, facilitateurs. ouais. C'est du boulot Nous, supplémentaire pour les facilitateurs, ouais. on peut vous fournir des éléments à partir du moment où les entreprises sont adhérentes à notre fédération. Autrement, ça me paraît un petit peu compliqué. Moi, je suis incapable de vous parler du travail dissimulé dans le monde de la propreté. Par contre, je peux vous mettre en relation avec un interlocuteur de la fédération ou du phare sur ce sujet. l'AFEP, Mais je ce qui les ai est sûr, déjà c'est qu'il y a appelés. une traçabilité à partir du moment où l'entreprise est adhérente à la fédération. La fédération, je les ai déjà appelés. Ce que je trouve dommage, c'est que pour avoir une réponse, il faut faire partie de la fédération. Donc, il faut cotiser. C'est dommage. Donc, pour des questions comme ça qui sont légales et qui, je pense, touchent tout le monde, il faut être adhérent. Mais bon, ça fait aussi c'est aussi le système. Et adhérence, enfin, ce sont les entreprises qui sont adhérentes chez vous, ça ne peut pas être un acheteur. Non. Ah bah, Ah moi, ouais. ils m'ont demandé effectivement si j'étais pas adhérent et ils répondaient pas à certaines questions, quoi. Eh oui. Ah ouais, c'est des professionnels. Après, là, ce qui sécurise, c'est que les entreprises là, qui sont titulaires de marché avec clause sont adhérentes. Enfin, en tout cas, les entreprises suivies par l'EPEC sont adhérentes. Donc là, effectivement, ça permet de recouper. Puis à partir du moment où ils sont chez nous, on les suit, les alternants. D'accord. Ouais. Alors, il y avait une autre question, c'est Bruno Ducamp, Bruno du CD92. Oui, bonjour à nouveau, Bruno Ducamp. Donc, moi, j'ai suivi des formations et j'ai quelques expériences sur le fait d'avoir mis des clauses sur des marchés de nettoyage. Je viens de suivre la formation AVE qui conteste un peu notamment la formule du phare, parce que pourquoi est-ce qu'un facilitateur devrait suivre en fait les consignes d'une fédération? Et l'alternative, c'est proposer une autre formule du réajustement d'heures. Voilà, je voulais savoir si, en tant que facilitateur, vous aviez comparé ces deux formules. Et c'est vrai que philosophiquement, enfin, suivre les ordres d'une fédération, c'est un peu incongru. Voilà. Et ma deuxième question, toujours en tant qu'à vous, facilitateur, c'est est-ce que vous avez testé là-dessus? Moi, je suis bien tenté pour mettre des marchés réservés. Est-ce que vous avez quelques retours d'expérience là-dessus? Alors, en effet, Alliance Vie Emploi prône plutôt de faire, enfin je vais y arriver, 1, 2, 3, 4. La solution que vous avez proposée, donc de recalibrer l'objectif d'insertion au fur et à mesure du marché. Après, ça implique d'y consacrer un peu plus de temps et un peu plus de suivi également. Nous, c'est vrai qu'au niveau de l'EPEC, on accompagne. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on a des donneurs d'ordre déjà avec lesquels on ne calibre pas les objectifs d'insertion. Par exemple, Ville de Paris a sa propre cellule de calibrage et eux, ils appliquent la formule directement de l'accord de branche. Ensuite, on n'a pas une façon de faire entre tous les facilitateurs de l'EPEC qui est unifiée sur cette chose-là. Comme je le mentionnais auparavant, il y a des facilitateurs auparavant qui faisaient un salarié sur 2 dédié à l'insertion, recrutés par les entreprises dédiées à l'insertion. C'est possible que j'ai des collègues, en effet, qui réajustent l'objectif au fur et à mesure. Après, nous, au niveau de l'EPEC, on a une particularité, c'est qu'on accompagne énormément de marchés.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est chronophage et qui nécessite de se replonger un peu dans le recalibrage de l'objectif d'insertion, de le réévaluer, de revenir vers l'entreprise pour leur expliquer que l'objectif il a évolué. Donc je crois que ça se fait un peu moins de notre côté. Voilà, pour répondre franchement. Je sais plus, il y avait quoi d'autre comme Le question? marché réservé, en fait. Oui, sur les marchés Ouais. réservés, est-ce que vous avez des retours Euh, d'expérience? Alors, marché réservé, j'ai pas souvenir d'un marché réservé sur le secteur du nettoyage de mon côté. Après, j'accompagne beaucoup de marchés ville de Paris et les marchés réservés pour la ville de Paris passent pas par les services de l'EPEC, ils ont leur propre cellule au niveau de la ville de Paris. Donc là-dessus, je pourrais pas trop vous renseigner malheureusement. Après, sur le marché réservé, il y a aussi la Merci. question de la reprise Ouais. du personnel, qu'en fait, qui peut être compliquée, quoi, en fait. Parce que si l'entreprise, voilà, la SIAE, enfin la structure de l'ESS, elle doit reprendre du personnel classique, là, ça devient compliqué. D'où peut-être, si ce sont des nouveaux marchés, c'est possible. Si c'est des marchés qui sont déjà en cours, renouvelés, ça peut être un petit peu compliqué. Alors là-dessus, je me souviens que le sujet avait été évoqué en formation avec Alliance Ville Emploi. Alors, je D'accord, parle un peu de tête et je suis pas le plus spécialisé là-dessus. Mais du coup, les SIAE, elles sont pas forcément adhérentes à la convention collective et sont pas forcément concernées par d'accord. l'article 7. Après, je sais qu'il y a eu un cas pratique en droit qui a été évoqué justement pendant cette formation où une SIAE a été contrainte de reprendre le personnel. Et parce que justement, il y avait une question que son activité principale en remportant ce marché réservé, le nettoyage devenait son activité principale. Et du coup, elle était obligée d'adhérer à la convention collective et du coup de reprendre le personnel. Ouais, non, je Voilà. sais qu'il y a eu Mais de la là-dessus, jauge. je suis pas le plus spécialisé sur cette question-là. Peut-être poser la question à AVE directement s'il y a des craintes à ce niveau-là. Je peux voir avec AVE, puis on pourra faire Mhm. une réponse un peu Mm. globale, hein, effectivement, sur ce Enfin, sujet. ouais. Parce que... En tout cas, dans le cadre chez nous de l'article 7.2, là, tous les, lorsqu'une entreprise de nettoyage, en tout cas, obtient un nouveau marché qui était précédemment, qui appartenait précédemment à une autre entreprise, elle a l'obligation de reprendre tous les salariés, y compris les alternants. Et c'est ce qui se fait chez nous. On a quelques parcours en apprentissage dont l'alternant apprend qu'il est repris par une autre entreprise. Donc, il y a un avenant au contrat d'apprentissage pour une reprise du salarié. Donc, ça permet de Oui, sécuriser le contrat d'apprentissage en cas de perte du chantier. oui, parce que sinon, le jeune, il se retrouve sans entreprise, il ne peut pas terminer sa Exactement. formation. Enfin, ça Ouais. devient compliqué. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Et donc, les entreprises sont un petit peu maintenant, je dirais, habituées à ces critères de sélection des offres. Hein, ça ne pose pas de difficultés particulières, hein? Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus commun dans les marchés de nettoyage suivis par les PEC actuellement. Et moi, à titre personnel, j'ai pas le recul encore sur cette question-là. Euh, Après, elles se sont pliées au jeu de la réponse à appel d'offres. Donc, j'ai envie de dire Ouais. qu'elle, a Mmh. priori, ça pose pas de souci dans Ouais, l'immédiat. elles sont notées Mm, sur leur réponse, hein, donc après, c'est ça. il y aura à charge pour elles de mettre en œuvre, sinon il y a des pénalités. C'est ça. Donc j'imagine qu'il y a des pénalités sur les engagements qui n'ont pas été tenus. Tout à fait. Mais bon, ça permet effectivement de donner voilà, des pistes pour mettre de la clause dans ces marchés qui voilà, sont toujours voilà, sur lesquels on se pose toujours des questions, puisque voilà. Après, je pense que madame Courtin le sait, mais c'est vrai on est souvent sur du public peu qualifié. Alors effectivement, il y a des belles évolutions, hein. Vous présentiez parcours de formation, mais c'est vrai on est souvent sur du public qui, un peu de facto, est déjà éligible à la clause qu'en fait. Donc c'est Ouais, vraiment je pense. Ouais. un secteur qui se prête à faire plus de qualitatif.
Ouais, Ouais. ouais. Mais Et pour justement, vous donner un sensibiliser. chiffre, ouais. Pardon, allez-y, Madame Courtin. Oh non, non, je vous en prie, mais pour vous donner un chiffre, on a 7 managers sur 10 qui étaient agents. Ah oui, Ouais, effectivement. ouais, ouais. Oui, En non, je début pense que de formation. Donc, c'est vraiment les 3/4 hein, des agents de propreté ont la possibilité d'évoluer. non, mais Ouais. ça, c'est important, effectivement. Oui. Ou de se reconvertir dans un autre domaine. On voit aussi que nous, on a des parallèles hein, avec le secteur de l'industrie, par exemple, même du bâtiment. On a des jeunes aussi qui, après la formation à l'INI ou après l'obtention d'un bac ou d'un BTS, poursuivre dans l'industrie ou dans le bâtiment, ou voire même aujourd'hui, et ça se généralise, dans le secteur de la stérilisation et de la microbiologie qui est de plus en plus demandée. On a même la branche de la pharmacie qui vient d'ouvrir un BTS MSE que nous proposons depuis plus de 20 ans. Donc, c'est pour vous dire que on a aussi cette possibilité d'être un tremplin Pour pour d'autres métiers. des alternants qui voudraient aussi se réorienter ou se spécialiser dans un domaine. Parce que nos formations sont quand même complètes en termes d'acquisition de compétences. Et juste pour compléter, nous, au niveau de l'EPEC, on a vu avec Madame Doucouré, il me semble, hein, une suite de parcours. Alors, je ne sais plus à quel niveau elle était rentrée, si c'était au niveau CAP ou bac, mais qui a pu continuer son parcours avec le CFAI, Oui, ah bah justement. oui, elle est, oui, Et, tout à fait. et du coup, Alors, ouais, c'est du ça. coup, Puis c'est comme vraiment elle une a une chance, quoi. reconnaissance, ouais, travailleur handicapé, elle a la possibilité donc d'être en contrat d'apprentissage. Et puis, le fait d'avoir remis un pied dans la formation, bah, ça lui a tellement plu. Et puis, en plus, elle est gagnante au niveau de la... Eh bien, elle poursuit chez nous et je pense qu'elle va aller très loin, cette jeune femme. Non, mais c'est Donc, intéressant. après son TFP, quoi, son CQP, TFP, AERP, l'entreprise l'a gardé pour un CAP en 2 ans. Elle avait la possibilité d'aller en bac directement, mais elle n'a pas voulu parce qu'elle trouvait que son niveau scolaire était un petit peu fragile. Elle veut reprendre tout à zéro et puis essayer d'aller le plus loin possible dans ses études. Donc, nous, c'est une réelle réussite pour cette jeune femme. Ouais. C'est de beaux exemples. Je ne vois plus de questions. Bon, on est arrivé au terme, je pense, de l'atelier. En tout cas, un grand merci à vous deux. Et je vous en prie, merci à vous. Merci Simon également. Et donc, écoutez, on va arrêter pour aujourd'hui. Merci à tous les participants. Et puis, je vous transmets plutôt la semaine prochaine, je pense, ou fin de semaine, le replay de cet atelier. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.